Bonjour à tous. J'ai la lourde tâche de démarrer finalement la première communication. Michel Doug étant absent pour des raisons médicales, on lui souhaite un prompt rétablissement. Je vais donc vous parler de la pubalgie. Je pense que beaucoup de gens ici maintenant me connaissent et savent que ça fait maintenant 20 ans que je travaille dans cette pathologie. Et voilà, je pense que j'arrive à une certaine maturité. Je vois à peu près 3000 consultations de pubalgie par an, et j'en opère à peu près 600 par an maintenant. Et voilà, donc je vais vous présenter ce topo qui est le fruit de cette expérience et qui, j'espère, sera bientôt suivi de nombreuses publications. Je voudrais d'abord remercier bien sûr les organisateurs, Kinesport, avec qui j'ai fait mes premières live surgery, et je pense que c'était une très très bonne expérience. J'espère qu'on aura l'occasion de la renouveler. On va démarrer puisque il est... Alors, ouais, on va passer... Voilà. Donc, tout d'abord pour expliquer que, effectivement, depuis un peu plus de 10 ans maintenant, il y a de nombreuses publications et de plus en plus qui parlent de la pubalgie ou de growing pain, puisqu'on va y venir après. Et ça, c'est important, puisque dans un premier temps, on s'est efforcé de démembrer et de parler dans un langage commun pour savoir ce que les diagnostics existants, de manière à ce qu'on puisse publier des chiffres et des datas qui seront communs pour pouvoir avoir une prise en charge commune et donc progresser ensuite. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de publications qui sont du Danemark, de la Suède. Si on s'intéresse au type de sport, on s'aperçoit que la pubalgie s'exprime essentiellement dans des sports où il y a des changements de direction, des tirs, et on voit déjà apparaître les différentes formes de pubalgie, et notamment le fait que l'adducteur apparaît, la pathologie de l'adducteur va apparaître en premier, la pathologie inguinale, puis iliopsoas et pubienne. On a également la pathologie de hanche, qui n'est pas stricto sensu une des formes de pubalgie, mais qu'il est important de rechercher. Et à chaque consultation, j'ai au moins un conflit de hanche en diagnostic. L'épidémiologie, bon, on s'est aperçu, comme je vous ai expliqué, que finalement, on avait fait beaucoup de publications, on a fait beaucoup de recherches, et donc on s'est aperçu que l'incidence avait augmenté, et elle continue à augmenter, probablement parce qu'on la recherche plus. Et on a environ 20% des sportifs qui vont être touchés, tous sports confondus. Et vous voyez que le footballeur est quand même extrêmement bien représenté. Ce qui est très important de savoir, c'est deux notions dans cette épidémiologie. C'est que une des formes de pubalgie peut atteindre 10 à 20% des effectifs sur une saison. Et surtout que il y a quelqu'un qui ne veut pas que je parle. Là-bas, ça marche? J'ai pas. C'est le téléphone. Alors, on va continuer, c'est pas grave. Donc, surtout, il y a cette incidence de 20% dans un effectif, mais il y a deux notions qui sont très très importantes. C'est la récurrence, c'est-à-dire que si un joueur au cours d'une saison fait une des formes de pubalgie, il y a un risque de près de 50%, 38 à 44% qui le renouvelle. D'où l'importance de bien faire le diagnostic et d'avoir des programmes de prévention primaire et secondaire. Et deuxièmement, qu'un antécédent de pubalgie, c'est un joueur amateur, va multiplier par 2 le risque d'en refaire un, et que si c'est un joueur professionnel, ça va être multiplié par 3. Ça a une importance dans les clubs professionnels notamment, parce que il est évident que lors du screening, il faudra absolument avoir cette notion de manière à bien rechercher une des formes de pubalgie qui pourrait de nouveau se répertorier dans la saison. Alors, pour parler d'un langage commun, en 2014 a eu lieu la conférence de consensus à Doha. On était un peu plus jeunes, on peut le voir sur la photo du centre. Et on a démembré
les différentes formes de pubalgie, et cela en fonction des signes cliniques et des testings. Et cette conférence a abouti à un terme de groin pain in athletes, et donc défini par des critères cliniques. On mettait, comme vous le voyez, la pathologie des hanches comme un diagnostic différentiel, mais qui était absolument à rechercher. On a donc déterminé une forme adducteur, une forme iliopsoas, une forme inguinale et une forme pubienne qui répondent donc très spécifiquement à des signes cliniques et à des tests qu'on réalise tous les jours lors des examens. Voilà donc décrit, mais vous pouvez tout à fait retrouver dans le British Journal Sports Medicine la publication, et on voit que ces différentes formes correspondent à ces signes cliniques et ces signes et ces testings. À noter qu'aujourd'hui, il y a un nouveau démembrement qui est en cours, puisqu'on considère que finalement, dans certaines pathologies, comme adducteur ou iliopsoas, il faut affiner encore plus le diagnostic, et il ne faut pas considérer que l'adducteur tout seul. Il faut répertorier probablement s'il s'agit de l'insertion sur le pubis, s'il s'agit du tendon ou de la jonction myotendineuse, voire du muscle, puisque le traitement ne sera pas le même. Ce qui est la même chose pour la forme iliopsoas et probablement également pour le pubis. Donc c'est en cours de réalisation. Je vais maintenant vous parler plus spécifiquement de la chirurgie, pour vous dire que donc, dans les 4 formes de pubalgie, il y en a 2 qui aujourd'hui, dans lesquelles on peut faire de la chirurgie, la forme pubienne ou inguinale et la forme adducteur. Je vous parlerai également de la forme pubienne, dans laquelle j'ai démarré une technique chirurgicale pour essayer de la traiter, car c'est la forme pubienne est une des formes qui nous pose le plus de problèmes dans le traitement. Mais les 2 véritables formes qui répondent bien à la chirurgie avec des très bons résultats sont la forme inguinale et la forme adducteur. Donc je vais vous montrer dans un premier temps la forme inguinale, puis la forme adducteur. Avant de parler de chirurgie et de traitement, il faut connaître l'anatomie, et cette planche anatomique est indispensable. Il faut absolument savoir connaître tous les tissus de la région, et je vais vous la rappeler rapidement. Ici, nous avons donc le péritoine, différent du fascia transversalis, du tendon conjoint, qui est la terminaison du petit oblique et du transverse, et de la ponévrose oblique externe. Le tendon conjoint, je vous le rappelle, vient s'insérer très bas sur le grand droit. On a ici le pyramidal également, et ceci permet de couvrir la région, comme le montre cette diapositive, où on a ouvert ici comme un livre le tendon conjoint, et on voit bien que ce tendon conjoint doit venir s'insérer très bas sur le grand droit. Voici l'orifice profond et l'orifice superficiel qui est ici, le cordon. Ce sont tous des éléments que l'on va inventorier lorsqu'on va faire un diagnostic, puisque en connaissant l'anatomie normale, on va pouvoir rechercher si on a des lésions sur le ligament inguinal, sur le tendon conjoint, sur l'insertion, sur l'orifice profond s'il est ouvert ou pas, s'il y a un bulging par exemple. Donc c'est indispensable de bien connaître cette anatomie pour nous les chirurgiens, mais également pour vous, les kinés, les physios, car une fois réparé, c'est vous qui allez travailler sur cette zone de manière à ce que le patient n'ait plus de douleur. Alors, voilà le schéma pour représenter exactement la pathologie, la physiopathologie de la forme inguinale, qui pour moi correspond à un défaut d'insertion du tendon conjoint, qu'on voit, qui normalement doit s'insérer très bas, et lorsqu'il s'insère haut sur le grand droit, on le voit très bien sur cette photo ici, péropératoire, où on voit le grand droit qui est ici le ligament inguinal, le cordon, et on voit ici le tendon conjoint, qui a des fibres musculaires mais également tendineuses, qui vient s'insérer très haut. Il s'insère quasiment 4 cm au-dessus, c'est une zone normale, et donc toute cette zone ici, c'est une zone de faiblesse que l'on voit là, et la chirurgie va donc consister à repositionner le tendon conjoint à sa position initiale, de manière à refermer cet orifice qui est ouvert, et donc zone de faiblesse. C'est une étude IRM qu'on a réalisée à Bordeaux avec Lionel Pesquer qui viendra présenter tout à l'heure un sujet sur la radiologie dans les pubalgies. Et on voit également
sur ces coupes IRM, le grand droit, le tendon conjoint qui vient s'insérer bas, ce qui est tout à fait normal, alors que sur la diapositive à côté, nous voyons ici le grand droit et ici le tendon conjoint qui vient s'insérer haut, laissant toute cette zone-là ouverte. Et donc, on peut faire un diagnostic de pubalgie pariétale par IRM, mais bon, normalement, avec l'examen clinique, voire l'échographie, on devrait y arriver, mais ceci pour vous montrer justement cette physiopathologie et pourquoi on fait cette chirurgie. Alors, dans la forme inguinale, comme il a été bien décrit, et Per Olmich l'a particulièrement bien décrit, c'est quelque chose que j'utilise dans ma pratique quotidienne tous les jours. On refait des tests qui sont toujours les mêmes tests, toujours reproductibles, et ceci nous permet d'avoir un diagnostic. J'insiste particulièrement sur l'examen digital, l'invagination du scrotum chez l'homme, bien sûr, qui permet de remonter le long du cordon, d'inventorier l'orifice superficiel ici, et puis d'aller vers l'orifice profond. On a très facilement au doigt la possibilité d'inventorier cet orifice profond, de voir si on a une douleur sur le ligament inguinal qui peut être tendu, de palper l'insertion du tendon conjoint du ligament inguinal sur le pubis, qui peut des fois être douloureux parce qu'il y a une vraie corde douloureuse qui s'insère sur le pubis. Et puis, en faisant pousser le patient sur cet orifice profond, on peut sentir un bombement ou un bulging du fascia transversalis, plus ou moins douloureux. Donc, l'examen clinique est tout à fait suffisant, en tout cas dans ma pratique. Après, on va me dire que j'en fais 70 par semaine, que ça fait 20 ans que je le fais, donc je sais exactement ce qu'il en est. Mais c'est indispensable. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on a fait un diagnostic de pubalgie si on n'a pas fait cet examen. Et aujourd'hui encore, 1 à 2 patients sur 10 uniquement ont cet examen. Et ça, c'est pas normal. Alors, si on n'a pas l'expérience et qu'on a à notre disposition un Jean-Louis Brasseur qui viendra nous présenter la radiologie de la pubalgie en suivant, eh bien, on peut utiliser l'échographie. Mais qu'est-ce qu'on va chercher dans l'échographie? Alors, c'est toujours pareil. L'échographie, 9 fois sur 10, on va me répondre c'est une hernie inguinale. En fait, ce n'est pas une hernie inguinale. On est bien d'accord. Vous voyez ici, on fait pousser le patient. Nous avons ici le relief musculaire. Et vous voyez ici, là, le digestif, il est là. Et si il n'est pas monté, c'est que ce n'est pas une hernie. Donc, si ce n'est pas une hernie et que ce n'est que cette partie-là qui est montée, c'est bien un bulging du fascia transversalis. Et ça signe vraiment la faiblesse et la pathologie du défaut d'insertion. Mais encore faut-il que les radiologues soient formés et répondent à la bonne question. On revoit sur l'IRM la possibilité de faire ce diagnostic. Alors, c'est important aussi de noter que chez l'homme, on a donc ce défaut d'insertion. On voit encore de nouveau le conjoint qui vient s'insérer sur le grand droit. Et puis chez la femme, c'est pareil. On voit ici le conjoint qui vient s'insérer haut sur le grand droit et donc qui laisse cette ouverture, même s'il n'y a pas de cordon. Donc, même chez la femme, il y a une forme pariétale et certes, c'est beaucoup plus rare, mais c'est tout à fait accessible à une chirurgie. Voilà. Alors, la chirurgie, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut remettre le tendon conjoint à sa place initiale et donc renforcer la paroi. Donc, la technique Princeps, c'était celle qui a été décrite en 1957 au Schultheiss-Hospital, et donc c'est celle qui nous sert de référence. Alors après, on l'a chacun adapté. On fait de plus en plus une chirurgie qui va être ciblée, avec une incision en général qui fait 4 à 5 cm. Chez un patient, le plus souvent qui est endormi. Le premier repère, c'est l'épine iliaque antéro-supérieure et l'épine du pubis. Et puis entre les deux, on va faire une incision, vous voyez, qui fait 4-5 cm. Chez des patients en plus qui sont tout à fait minces, donc sportifs, ce sont des beautés chirurgicales, comme je le dis souvent à mes aides opératoires. On arrive directement sur ce qu'on appelle les piliers de col, c'est-à-dire la terminaison de la ponévrose oblique externe de part et d'autre, et on voit très facilement d'abord le nerf ilio-inguinal, et on va ouvrir cette aponévrose oblique externe sur le cordon, le long du cordon, de manière à libérer et on voit en haut l'aponévrose oblique externe qui est là, ici, que je tiens, qui est parfois tendue, et lorsqu'elle est tendue, je la résèque
pour ne pas avoir de tension. On a ensuite le ligament inguinal qui est ici, et on va prendre dans un premier temps le grand droit pour faire un premier point et abaisser ce tendon conjoint qui est ici à l'arcade crurale qui est ici, en calibrant bien l'orifice profond du cordon. Après, donc c'est une technique de tension. Aujourd'hui, moi, je ne fais plus le geste sur le fascia transversalis, puisque je ne vois pas l'intérêt d'aller fragiliser un fascia transversalis, même s'il est bombé, en l'ouvrant et en le suturant, parce que il n'est pas véritablement pathologique. Pour moi, le traitement, c'est essentiellement le traitement du tendon conjoint. Et vous voyez, on va terminer par une suture de l'aponévrose oblique externe. Donc c'est une intervention qui se fait environ 10-12 minutes pour un côté, et qui, vous voyez, qui ne saigne pas et qui est mini-invasive. Pour la pathologie adducteur, c'est la même chose. Il faut bien connaître l'anatomie. Christophe Baudot, tout à l'heure, va vous en reparler, notamment dans la prise en charge post-opératoire. Donc, c'est indispensable de connaître les différentes dispositions des adducteurs, de savoir qu'on a donc le pectiné, le long, le grand et le court adducteur, et le gracile. Le seul qui s'insère par un tendon sur la symphyse, c'est le long adducteur. C'est le seul. Les autres ne sont que des structures musculo-tendineuses, mais le seul, c'est le tendon. Et ce tendon de long adducteur a une particularité, c'est que sa partie superficielle est tendineuse et sa partie profonde est musculaire. Et ça a une incidence dans la chirurgie. Parce que si vous voulez faire une bonne ténotomie complète, il va falloir couper et le tendon et le muscle. Et une fois de plus, Christophe tout à l'heure va vous expliquer pourquoi il faut faire comme ça maintenant. Donc ça, c'est important de connaître cette notion anatomique de manière à prendre en charge ces patients. De la même manière que dans la forme inguinale, dans la forme adducteur, ça obéit à des signes cliniques et des testings qui sont très spécifiques. Et il faut savoir les reproduire, les refaire. J'ai quelques signes qui sont spécifiques dans l'indication chirurgicale et dont on pourra éventuellement reparler. Une fois l'examen clinique réalisé, il est important également de réaliser soit une échographie, soit une IRM. Et aujourd'hui, on va assez facilement rechercher ce qu'on appelle le signe de la double fente, qu'on voit très très bien ici. Hein. Ce signe-là est tout à fait physiologique, mais le fait que ça parte sur le côté, comme on voit ici, ça signe qu'il y a une fissure. Donc on a une anthésopathie fissuraire. On voit même qu'il y a une petite lésion musculaire associée avec un saignement. Et donc, un examen clinique positif associé à une IRM avec une double fente sont des indications opératoires, si bien sûr le patient est symptomatique et s'il n'a pas eu un bon résultat dans le traitement médical et de physiothérapie. Alors, les indications, c'est, comme je vous dis, on ne les opère pas d'emblée, même si, on va en parler après, dans les formes de rupture d'adducteur, du long adducteur partiel, il y a une place pour une chirurgie d'emblée, mais normalement, on peut dans un premier temps commencer par un traitement médical, puis réévaluer le patient, et en cas d'échec, donc on peut recourir à de la chirurgie. Voilà cette chirurgie. Donc le patient est en décubitus dorsal, il est le plus souvent endormi, même si à Paris on fait ça sous anesthésie de type rachianesthésie. On fait une incision de 4 cm centrée sur le relief du tendon, hein, qu'on sent très facilement chez les patients qui sont minces, et on va faire cette incision, faire une dissection sous-cutanée, sectionner les plans sous-cutanés de manière à d'emblée arriver sur le tendon qui est très très facilement visible. On va l'exposer, hein, on le voit ici apparaître, voilà, tendu, blanc, nacré. Vous voyez que ça ne saigne pas beaucoup. Et parce que des fois, des patients on me demande si on met un garrot, bien sûr que non. Mais on va donc libérer. On voit toujours ce petit vaisseau qui est en haut, qui est transversal et qui est indispensable de coaguler
C'est la raison pour laquelle je ne fais jamais de ténotomie percutanée. C'est-à-dire que certains de mes collègues n'ouvrent pas et par une petite incision, des fois qui est même inguinale, ils vont repérer et au bistouri, lame froide, ils vont sectionner. Il y a quand même un risque de prendre ce petit vaisseau qui est présent dans plus de 2/3 des cas et donc d'avoir un hématome. Si vous avez un hématome, ça va décaler le moment de la prise en charge kiné et vous aurez un mauvais résultat. Donc on voit bien apparaître ici le tendon avec des petites fissures qu'on voit là, une petite inflammation. On palpe au doigt où se situe la symphyse et à 4-5 cm à peu près de la symphyse pubienne. Moi je fais une section qui se fait au bistouri électrique. On va aller sectionner le long adducteur. On le voit ici avec ces petites fissures, voilà, au bistouri électrique. Voilà, on voit apparaître ensuite le muscle et ce qui est très important, c'est vraiment de sectionner que les fibres tendineuses du long adducteur. Vous allez voir ensuite les fibres musculaires du long adducteur aussi, mais il faut essayer au maximum de ne pas toucher au grand adducteur et au pectiné, de manière à ne pas avoir de section musculaire de ces deux muscles, de les laisser un petit peu dans leur enveloppe et d'éviter comme ça d'avoir un petit hématome. Voilà, on voit bien apparaître, vous avez vu, d'un côté c'était le pectiné, ici c'est le grand, et là au doigt, je repousse le tendon et en même temps je vérifie s'il existe encore une petite corde qui reste attachée, car ça, c'est ce que je faisais avant, je n'osais pas sectionner complètement le muscle et on avait beaucoup de ruptures d'adhérence, ce qu'on appelait les ruptures d'adhérence, c'est-à-dire des douleurs qui apparaissaient à 3 semaines ou à 3 mois, qui étaient liées au fait qu'on laissait trop de muscles et cette corde lâchait lors des exercices. Donc c'était pas très bien vécu. Là, vous voyez là au doigt, je vois que il reste encore attaché et je vais complètement sectionner. Voilà, ici on a complètement sectionné le muscle, on a laissé des deux côtés. Maintenant, d'un côté le grand adducteur et de l'autre côté le pectiné. Ici j'ai fait la narrow-pain pour pas avoir de douleur et donc je referme uniquement la ponévrose au-dessus. Mais je crois que c'est très important aujourd'hui et Christophe va nous en parler ensuite, d'être très rigoureux dans cette technique chirurgicale qui consiste à couper le tendon, mais également la partie musculaire pour ne laisser aucune traction et donc éviter ces ruptures d'adhérence. Voilà le résultat, quand on a fini. Donc le section du long adducteur qui va se mettre en nourrice, on ne le rattache jamais, à 4-5 cm sur le grand adducteur. Alors la morbidité, c'est, comme je vous expliquais, le risque de rupture d'adhérence. Christophe y reviendra après. Un mot sur la lésion aiguë du long adducteur. Comme j'ai expliqué, c'est qu'on voit très bien ici, avec une rupture chez un patient qui par ailleurs avait une pathologie quand même du tendon, puisqu'on voit un aspect de double fente qui est même bilatéral. Donc cette rupture intervient souvent sur les tendons pathologiques. Et aujourd'hui, dans les clubs professionnels, moi, lorsqu'on a une rupture du long adducteur, il est exceptionnel qu'elle soit complète. Et donc, je pense qu'il faut les opérer dans les 15 jours à 3 semaines qui suivent, de manière à éviter une rupture secondaire ou des hématomes ou des douleurs liées à un tendon qui est resté en partie attaché ou qui a mal cicatrisé. Alors, comme je vous ai expliqué, dans la forme pubienne, grâce aux travaux de Ernest Childers, travaux anatomiques, on a montré qu'il y avait une communication entre, non pas les grands droits, mais les pyramidaux, le consortium pubien et les adducteurs. Et ça, c'est donc par à la fois sur des couches antérieures et postérieures. Et donc, on a cette communication. On a donc un nouveau concept de continuité, même si il avait déjà été mis en évidence à la radiologie, mais entre le pyramidal, le ligament pubien antérieur et les adducteurs. Et ceci a une importance dans la prise en charge des formes pubiennes. Et pour moi aujourd'hui, les patients qui n'ont pas de pathologie de paroi, qui ont une forme pubienne résistant au repos, à la kiné, aux infiltrations, qui dure depuis plus d'1 an, je fais maintenant une section des pyramidaux
on voit ici les deux pyramidaux, ça c'est la ligne médiane, ici c'est les obliques, et on va sectionner les deux pyramidaux en ayant récliné la ponévrose antérieure sur leur attache au niveau du pubis. Et ensuite, j'utilise la ponévrose antérieure pour venir cravater des deux côtés les deux pyramidaux de manière à ce qu'ils ne se rattachent pas sur le pubis. Et je l'associe à une ténotomie d'adducteur bilatéral de manière à déconnecter complètement cette plaque pubienne pour qu'il y ait moins de traction. Donc j'ai aujourd'hui, en 1 an et demi, réalisé 40 interventions chez des joueurs de haut niveau et des amateurs, avec des résultats qui sont très prometteurs, même si je n'ai pas encore de résultats à vous donner aujourd'hui, puisqu'on a 1 an et demi de recul. Donc peut-être une voie... alors c'est une technique qui a déjà été décrite, elle a été décrite par Martens dans les années 80, et c'est lui qui m'en avait parlé à Doha lors d'une de mes visites. Et je pense que c'est peut-être une voie d'avenir pour ces formes pubiennes qui nous posent tant de problèmes. On va revenir un petit peu aussi à un sujet qui vous intéresse, la réhabilitation. Donc si on fait une chirurgie, c'est pour réparer des lésions, c'est pour éliminer des zones de tension comme la pathologie d'adducteur. Et donc, il est indispensable, une fois qu'on a fait la chirurgie, d'avoir une bonne réhabilitation. Bien sûr, nous, on va essayer de faire en chirurgie le travail le plus minutieux possible et le moins délabrant possible pour pouvoir vous permettre de commencer tôt la réhabilitation. Et c'est pourquoi j'insiste sur cette technique de ténotomie d'adducteur qui a évolué, mais qui permettra de prendre en charge les patients beaucoup plus tôt. Donc, quand est-ce qu'on fait... Pour conclure, la chirurgie, on parlait de 2 mois, mais il y a des indications immédiates quand on a une pathologie très très importante d'emblée. Ici, si on a vraiment une grosse pathologie de faiblesse, il vaut mieux les opérer et après les rééduquer. Lorsqu'il n'y a pas de progression grâce à une kiné bien faite. Alors moi j'utilise donc la technique de Schuldeis modifié, comme je vous ai expliqué, et la ténotomie d'adducteur. Ça, ce sont toutes les techniques dont on dispose. Donc le Schuldeis modifié, c'est vraiment mini-invasif. Ça permet de revenir sur un terrain en 4 à 6 semaines après, grâce à une prise en charge kiné bien adaptée. La ténotomie d'adducteur, c'est un petit peu plus long, mais on continue à travailler grâce à la chirurgie et la prise en charge pour revenir encore plus tôt. Donc, je fais une chirurgie le plus souvent bilatérale lorsque je mets en évidence cette pathologie de paroi ou qu'on est en échec. J'associe une ténotomie d'adducteur lorsqu'on a les deux associés, mais on peut faire des ténotomies d'adducteur isolées. Pour finir, ce qui est important, c'est quand même ce travail en commun, ce travail qu'on doit faire, par exemple, dans des clubs, avec les clubs professionnels ou les clubs amateurs, avec les techniciens, les préparateurs, les médecins. Il faut absolument connaître l'histoire des patients. L'IRM pré-saison, on en parlait hier soir. Pourquoi pas chez les patients qui ont eu un antécédent de pathologie d'adducteur dans les années précédentes. L'examen clinique et les symptômes, on a un diagnostic vraiment précis grâce à tout le travail qu'on a fait depuis un peu plus de 10 ans et qui continue à être fait puisqu'on l'affine. Ça, c'est la conférence de consensus de Doha et on continue à affiner. L'échographie, l'IRM ont une véritable place, mais une fois de plus, en sachant ce qu'on doit chercher et les résultats qu'on doit donner. Le traitement, c'est médical. Le plus souvent, repos, une physiothérapie bien conduite, les infiltrations, et on va en parler dans tous les sujets qui vont venir après. Est-ce qu'on fait des PRP, des corticoïdes, la toxine botulique, Alexandre viendra nous présenter pourquoi il pense qu'on peut faire de la toxine botulique. Le travail, la chirurgie, je viens de vous l'expliquer. Le timing doit se prendre avec les staffs, et donc ces décisions sont véritablement indispensables. Et je vous remercie.